Et si je vous disais que ce ne sont pas les gâteaux ni le sucre blanc qui sabotent votre santé, mais ces fruits que vous croyez bons pour vous, certains vous nourrissent, d'autres vous détruisent en silence. Saurez-vous les reconnaître à temps? Je suis le docteur Claire Moreau. J'ai exercé la médecine pendant plus de 35 ans, principalement dans le service d'endocrinologie de l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Aujourd'hui, à la retraite, je ne prescris plus d'ordonnances, je ne consulte plus entre deux urgences, mais je continue, avec peut-être encore plus d'ardeur, à vouloir transmettre ce que j'ai vu, appris, et trop souvent regretté de ne pas avoir expliqué à temps. Je vais vous dire une vérité dure, presque brutale. Ce n'est pas le sucre blanc qui fait le plus de dégâts chez mes patients diabétiques. Ce ne sont pas les pâtisseries ou les sodas que l'on apprend vite à éviter. Non, ce sont ces petits gestes du quotidien. Ces aliments qu'on croit sains, ces fruits que l'on pense inoffensifs, ces collations pleines de bonnes intentions, mais qui, silencieusement, sabotent tous vos efforts. Je me souviens d'une femme, Madeleine, 58 ans. Elle était institutrice à la retraite, diabétique depuis peu, très consciencieuse. Elle avait banni les gâteaux, le pain blanc, les jus industriels. Elle faisait tout bien. Et pourtant, à chaque consultation, ses résultats étaient mauvais. Elle pleurait de découragement. Docteur, je fais tout ce que je peux, je ne comprends pas. Ce qui l'a trahi, 3 fruits par jour, des mangues, des raisins secs, un grand verre de jus d'orange le matin. Tout cela semblait naturel, donc autorisé. Personne ne lui avait jamais dit que certains fruits sont, pour une personne diabétique, l'équivalent d'un piège invisible. Je vous le dis avec tout le sérieux d'une vie passée à observer, à consoler, à tenter de réparer. Le fruit n'est pas toujours un ami, parfois c'est un faux allié. Et cela me met en colère que tant de gens souffrent inutilement à cause d'une simple confusion alimentaire. En France, on grandit avec l'idée que les fruits sont sacrés. On les offre en fin de repas. On les met dans le panier d'un enfant comme un gage de santé. Mais si vous êtes diabétique ou si vous souffrez d'un prédiabète, il est temps de revoir cette idée reçue. Certains fruits, consommés sans modération ou au mauvais moment, peuvent faire grimper votre glycémie aussi vite qu'un soda. La différence, c'est qu'ils le font en silence. Pas de picotement dans la bouche, pas de culpabilité. Juste un joli morceau de pastèque, un bol de raisin, une banane bien mûre. Et votre pancréas, lui, s'effondre dans l'ombre. Vous savez ce qui me hante encore, même après toutes ces années? Ce sont ces regards perdus dans mon cabinet, ces visages qui pensaient bien faire et qui se retrouvaient face à un diagnostic plus grave, une complication évitable. Pourquoi? Parce que personne ne leur avait dit que même ce qui est naturel peut être dangereux si on ne comprend pas comment le consommer. Alors si vous êtes ici aujourd'hui, je veux que vous restiez jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais vous dire peut littéralement changer votre manière de manger et de vivre. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 7 fruits qui, bien que couramment consommés en France, sont particulièrement nocifs pour les personnes diabétiques à cause de leur charge glycémique, de leur index glycémique ou de leur capacité à dérégler l'équilibre du corps. Mais je ne m'arrêterai pas là, car je ne suis pas là pour vous faire peur, ni pour vous priver. Je suis ici pour vous apprendre à remplacer, à combiner intelligemment, à adapter votre alimentation sans jamais renoncer au plaisir. Vous allez découvrir pour chaque fruit problématique des alternatives concrètes, délicieuses, que vous pourrez préparer chez vous. Vous allez comprendre comment retrouver le pouvoir sur votre glycémie sans sacrifier votre culture culinaire. Je le répète, ce ne sont pas les interdictions qui sauvent, ce sont la connaissance, la compréhension et la stratégie. Et si ce type de contenu vous parle, si vous sentez que cette vidéo peut vous aider à reprendre votre santé en main, je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne. C'est une manière très simple de m'encourager à continuer de produire des vidéos utiles, basées sur la vraie vie, sur la médecine vécue, et pas seulement sur des généralités abstraites. Avant de passer à la suite, j'aimerais vous poser une question. Elle n'est pas anodine. Selon vous, lequel de ces deux choix est le plus dangereux pour une personne diabétique? A. Une canette de soda. B. Un grand verre de jus d'orange fraîchement pressé. Écrivez votre réponse dans les commentaires, A ou B. Et surtout, dites-moi pourquoi vous avez choisi cette réponse. Vous pourriez être surpris de la vérité. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Restez bien attentifs.
Ce que vous allez découvrir pourrait remettre en question bien des habitudes. Quand j'étais encore en exercice à l'hôpital, je me souviens de cette conversation que j'ai eue avec un jeune interne, brillant mais encore plein d'illusions. Docteur Moreau, on dit souvent que ce qui tue, ce sont les produits ultra transformés. Les fruits, eux, sont toujours bons. Je l'ai regardé longuement, puis je lui ai répondu calmement, ce qui tue, ce n'est pas seulement ce qu'on mange. C'est ce qu'on mange en croyant que c'est bon pour nous. J'aimerais aujourd'hui vous parler de cette illusion tenace, de ces 4 fruits si courants dans les cuisines françaises qui, chez les personnes diabétiques, peuvent se transformer en véritables poisons doux. Ce ne sont pas des aliments interdits, je ne crois pas à la logique punitive, mais ce sont des aliments qui, mal compris, mal intégrés, peuvent ruiner des mois d'efforts. Et surtout, semer un profond découragement chez des patients qui pensent faire les bons choix. Je vais commencer par la mangue. Ah, la mangue, elle évoque les vacances, le soleil, la générosité des tropiques. Et dans l'esprit de beaucoup de patients, elle est riche en vitamines, pleine de fibres, donc bénéfique. Et pourtant, elle fait partie des fruits les plus riches en sucre naturel. Une seule mangue moyenne peut contenir autant de sucre qu'une part de tarte aux pommes. Et ce sucre, une fois ingéré, passe dans le sang à une vitesse affolante. J'ai vu des patients dont la glycémie restait stable tout au long de la journée, sauf après leur petit plaisir du midi, une salade de fruits exotiques dans laquelle la mangue était omniprésente. Ils n'avaient pas conscience qu'ils venaient de déclencher une véritable tempête glycémique. Ce que je leur ai appris, c'est que ce fruit, s'il est consommé, doit l'être avec prudence, en petite quantité, jamais seul, et toujours accompagné de fibres, de protéines ou de bons lipides pour freiner la montée de sucre. Puis il y a le raisin, le fruit de l'automne par excellence, présent dans nos marchés, sur nos tables, dans nos souvenirs d'enfance. Il est petit, sucré, pratique, et c'est précisément cela qui le rend dangereux. Le raisin est trompeur. Sa petite taille fait qu'on en mange beaucoup sans s'en rendre compte. Mais une seule grappe peut contenir l'équivalent de plusieurs morceaux de sucre. Pour les personnes diabétiques, le danger réside dans cette absence de vigilance. On grignote, on picore, et on dépasse sans le savoir les limites de tolérance du pancréas. J'ai conseillé à plusieurs de mes patients de ne plus consommer le raisin seul comme en cas, mais de l'intégrer, par exemple, dans une salade composée avec des noix, du fromage de chèvre, des feuilles amères, comme la roquette. Car ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qu'on mange, c'est comment on le mange. L'ananas est un autre fruit à double visage. Sa réputation est presque flatteuse. Il favorise la digestion, il est riche en bromélaïne, il est peu calorique, mais il est aussi, et on l'oublie trop souvent, particulièrement sucré. Une seule tranche peut contenir jusqu'à 16 grammes de sucre. Et surtout, ce sucre est rapidement assimilé car la texture de l'ananas est fibreuse mais légère. J'ai vu des patients boire des litres de jus d'ananas fait maison en pensant bien faire. Pourtant, leur glycémie s'emballait après chaque verre. Ce que je leur ai appris, c'est à transformer l'ananas en arôme et non en base. Quelques morceaux dans une salade de poulet ou infusés dans une eau fraîche avec de la menthe. L'idée, encore une fois, n'est pas de priver, mais de rééquilibrer. Enfin, il y a la banane, fruit du quotidien, accessible, nourrissant. On la donne aux enfants, aux sportifs, on la glisse dans les sacs à dos. Mais la banane, surtout lorsqu'elle est bien mûre, devient une bombe à sucre. Le taux de glucides varie presque du simple au double selon le stade de maturation. Une banane tachetée, bien sucrée, contient presque uniquement du sucre simple, rapidement assimilé. Ce que j'ai souvent proposé à mes patients, ce n'est pas de bannir la banane, mais de la choisir verte, légèrement ferme, encore riche en amidon résistant, et surtout, de ne jamais la manger seule. Un bol de flocons d'avoine, une cuillère de yaourt nature, quelques noix concassées et une demi-banane verte. Voilà une façon intelligente de l'intégrer au petit déjeuner sans affoler la glycémie. Je vous raconte tout cela non pas pour vous effrayer, mais pour vous réconcilier avec votre alimentation. Car trop souvent, le diabète est vécu comme une punition, comme une série de frustrations, de renoncements. Or, ce que j'ai appris au fil des années, c'est que la clé du succès réside non pas dans l'interdiction, mais dans la précision, la connaissance et la créativité. Il est tout à fait possible de continuer à apprécier ces fruits, la mangue, le raisin, l'ananas, la banane, mais il faut le faire avec discernement,
avec un sens nouveau de l'équilibre. Et pour cela, il faut comprendre non seulement ce que contient chaque fruit, mais aussi l'impact qu'il a dans un contexte précis, selon le moment de la journée, gêné, l'association avec d'autres aliments et votre propre sensibilité métabolique. Je ne dis jamais à mes patients « vous ne pouvez plus manger ceci ou cela ». Je leur dis « voici comment le manger pour qu'il vous fasse du bien au lieu de vous nuire ». Et c'est cela que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Une nouvelle manière de regarder ce que vous pensiez déjà connaître. Un regard plus lucide, plus informé, mais jamais culpabilisant. Nous allons continuer dans la prochaine partie avec d'autres fruits qui, eux aussi, malgré leur apparence inoffensive, peuvent compromettre votre équilibre glycémique si on les consomme sans précaution. Je suis médecin depuis plus de 30 ans, aujourd'hui à la retraite, mais mon regard sur les aliments n'a jamais cessé d'évoluer. Ce que j'aimerais vous dire dans cette partie, c'est que les fruits les plus redoutables ne sont pas toujours ceux que l'on imagine. Parfois, ce ne sont pas ceux que l'on mange en excès ou ceux venus de contrées exotiques, mais bien ceux que l'on consomme chaque jour en toute confiance, persuadé de faire ce qu'il faut. Et cela, c'est peut-être ce qu'il y a de plus cruel, cette trahison silencieuse de ce que nous pensions bon pour nous. J'aimerais vous parler de 3 fruits en particulier, qui font partie intégrante de la culture alimentaire française: l'orange, la pastèque et la figue. 3 saveurs, 3 univers, mais une même erreur de perception. J'ai vu tant de patients s'étonner, voire se choquer, quand je leur ai expliqué que leur verre de jus d'orange du matin ou leur tranche de pastèque en été pouvait être aussi problématique pour leur glycémie qu'un dessert industriel. Pas parce que ces fruits sont mauvais en soi, mais parce qu'on les consomme mal, au mauvais moment, dans les mauvaises quantités ou isolément. Commençons par l'orange. Qui en France n'a jamais eu cette image d'un petit déjeuner sain composé d'un jus d'orange fraîchement pressé? J'ai même connu des patients qui prenaient 2 oranges le matin, pensant faire un geste bénéfique pour leur santé. Pourtant, je dois le dire sans détour, le jus d'orange est un ennemi redoutable de la stabilité glycémique. Contrairement aux fruits entiers, le jus ne contient plus de fibres. Et ce sont précisément ces fibres qui ralentissent l'absorption du sucre dans le sang. Sans elles, le fructose contenu dans l'orange passe directement dans votre circulation sanguine, provoquant une élévation rapide du glucose. C'est que j'appelle une illusion de santé. Ce qui semble naturel, frais, vitaminé, est en réalité une bombe de sucre liquide. Une seule portion peut contenir autant de sucre que 2 canettes de soda, selon la taille des oranges pressées. Pourtant, je ne dis pas qu'il faut bannir l'orange. Je dis qu'il faut la redécouvrir autrement. Je recommande toujours à mes patients de consommer l'orange entière, de préférence en quartier, en la mâchant lentement et jamais seule. L'idéal est de l'associer à une source de protéines ou de matière grasse, du fromage blanc, un œuf dur, quelques noix. Cela ralentit la digestion du sucre et évite les pics de glycémie. Mieux encore, intégrer l'orange dans un plat salé. Une salade avec de l'avocat, des noix et quelques tranches fines d'orange devient alors un véritable repas équilibré et non plus un danger déguisé. Puis vient la pastèque, cette reine des étés français que l'on consomme à la plage lors des barbecues en fin de repas. Elle donne une sensation de fraîcheur, de légèreté. Elle contient beaucoup d'eau, donc elle semble « safe », comme disent certains. Et pourtant, son index glycémique est très élevé. Cela signifie que le sucre qu'elle contient, même s'il est en quantité modérée, est absorbé très rapidement par l'organisme. Et comme la pastèque est légère, on en mange beaucoup, trop, une tranche, puis 2, puis 3. En quelques minutes, c'est l'équivalent de 20 à 30 grammes de sucre qui pénètre dans le sang. Je me souviens d'un patient, Jean-Paul, retraité actif et grand amateur de melons et de pastèques. Chaque été, il avait l'habitude de manger une grande assiette de pastèques l'après-midi en pensant s'hydrater sainement. Ses glycémies explosaient entre 15h et 18h et il ne comprenait pas pourquoi, jusqu'à ce qu'on identifie ce goûter fruité comme la source du problème. Nous avons alors travaillé ensemble à changer l'usage de ce fruit. Nous avons intégré de petites quantités de pastèques dans des salades composées. Pastèques, concombres, feta, huile d'olive. Non seulement le goût était plus raffiné, mais son impact glycémique était nettement réduit, parce qu'à nouveau, ce n'est pas le fruit qui est mauvais, c'est le contexte de sa consommation. Enfin, la figue. Ah,
la figue. Ce fruit que j'associe personnellement à l'arrière-saison provençale, au marché de fin d'été, aux souvenirs d'enfance sous le figuier, mais aussi au sucre concentré, dense, collant, car la figue, qu'elle soit fraîche ou sèche, est extrêmement riche en glucides. Une seule figue peut contenir jusqu'à 8 grammes de sucre, et qui s'arrête à une seule, 3 figues en dessert. Et vous êtes déjà à l'équivalent de 2 morceaux de pain blanc en termes de charge glycémique. Et je ne parle même pas des figues sèches, qui sont encore plus concentrées. Cela ne veut pas dire qu'il faut les éliminer, mais il faut les apprivoiser. Moi-même, je prépare encore aujourd'hui une salade roquette figues fraîches fromage de chèvre noix, avec une vinaigrette douce. Cette combinaison permet de profiter de la douceur de la figue, tout en l'encadrant dans un environnement nutritionnel protecteur, des fibres, des lipides, du calcium. Pour les plus gourmands, je recommande une astuce que j'ai testée avec plusieurs patients. Couper une figue en deux, la garnir d'un peu de ricotta, saupoudrer de cannelle et passer le tout quelques minutes au four. Une douceur contrôlée, une richesse de goût et surtout, une maîtrise sur la glycémie. Ce que j'essaye de transmettre ici, ce n'est pas une leçon de diététique. C'est un regard, un recul que seules les années de pratique et l'écoute attentive des patients permettent de développer. Je ne vous dis pas « ne mangez plus ceci ». Je vous dis « voyez autrement ». Comprenez les mécanismes et surtout, reprenez le pouvoir sur ce que vous mettez dans votre assiette. Dans la suite de cette série, je vous partagerai encore d'autres pièges sucrés bien cachés, mais aussi des stratégies puissantes pour continuer à vous faire plaisir sans dérégler votre santé. En tant que médecin ayant accompagné des centaines de patients diabétiques tout au long de ma carrière, je peux vous assurer d'une chose. La clé ne réside pas dans la peur ni dans l'interdiction, elle réside dans la compréhension. Trop souvent, on m'a demandé « Docteur, dois-je arrêter tous les fruits? Dois-je me priver à vie ?» Et à chaque fois, ma réponse a été la même. Ce n'est pas le fruit qui pose problème, c'est la manière dont vous le consommez, le moment où vous le mangez et avec quoi vous l'accompagnez. Le diabète n'est pas une condamnation à la frustration, mais il exige une vigilance de tous les instants. Et cette vigilance devient plus facile à vivre lorsqu'on en comprend les fondements. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre les principes simples mais essentiels qui permettent de continuer à manger les fruits que vous aimez sans nuire à votre santé. Le premier principe, c'est celui de la modération. Beaucoup de gens pensent que, parce qu'un aliment est naturel, il peut être consommé sans limite. Et c'est une erreur fondamentale. Prenons l'exemple d'une simple banane ou d'une poignée de raisins. En apparence, rien de dramatique. Mais si vous les consommez en excès ou trop fréquemment, surtout d'entre les repas, leur impact sur la glycémie peut être considérable. Ce que je recommande à mes patients, c'est d'apprendre à reconnaître les portions raisonnables, à les visualiser, à les respecter. Une demi-banane, 5 ou 6 raisins, quelques tranches de pastèque, cela peut suffire à apporter la touche sucrée et le plaisir du fruit, sans basculer dans le déséquilibre. Le deuxième principe est sans doute le plus méconnu et pourtant le plus puissant, la combinaison alimentaire. Imaginez deux scènes. Dans la première, vous mangez une figue seule en collation à 16 heures. Dans la seconde, vous mangez cette même figue en fin de repas, accompagnée de ricotta, de noix et d'une salade verte. Le fruit est identique, mais son effet sur votre organisme sera radicalement différent. Pourquoi ? Parce que les fibres, les lipides et les protéines des autres aliments vont ralentir l'absorption des sucres. Ils vont tamponner la montée glycémique, la rendre plus progressive, moins agressive pour le pancréas. J'appelle cela l'art d'entourer le sucre. C'est une stratégie simple, élégante et d'une efficacité redoutable. Le troisième principe, enfin, concerne le moment de consommation. Beaucoup de personnes diabétiques commettent, sans le savoir, l'erreur de consommer les fruits à jeun ou en encas isolé. Et cela peut provoquer un choc glycémique brutal, surtout si le fruit a un index glycémique élevé. Ce que je recommande, c'est d'intégrer les fruits au cœur des repas, en tant que composant d'un plat complet. Une salade avec des quartiers d'orange, de l'avocat et des graines de tournesol. Une assiette composée avec de la pastèque, du fromage de brebis, des concombres, un porridge d'avoine avec quelques rondelles de banane verte et des amandes effilées. Ces plats ne sont pas seulement bons pour la glycémie, ils sont aussi savoureux,
rassasiant et source de bien-être. Ce que j'ai constaté au fil des ans, c'est que lorsque les patients adoptent ces principes, ils reprennent confiance. Ils ne vivent plus leur alimentation comme une série d'interdits, mais comme un espace de créativité encadré. Ils redécouvrent les goûts, les textures, les alliances. Ils comprennent qu'il ne s'agit pas de se battre contre leur maladie, mais de composer intelligemment avec elle. Il m'est souvent arrivé d'enseigner cela à des couples, à des familles entières. Car lorsqu'un membre est diabétique, c'est tout l'entourage qui est concerné. J'ai vu des épouses bouleversées d'apprendre qu'un simple jus d'orange pouvait déséquilibrer la journée de leur mari, des enfants qui changeaient leur goûter pour le partager avec leur grand-père diabétique. C'est cela la force de l'éducation nutritionnelle. Elle unit, elle crée des ponts, elle redonne du sens. Et permettez-moi de dire une chose essentielle. Le plaisir alimentaire ne doit jamais être sacrifié. Il est possible de continuer à apprécier les saveurs sucrées, les desserts, les collations, à condition de les penser autrement. Un dessert à base de yaourt grec, de cannelle et de figues rôties, une salade sucrée salée équilibrée, une infusion de fruits pour remplacer un jus. Ce sont des solutions simples, accessibles, que j'ai moi-même testées, ajustées, transmises. Je me souviens d'un patient, André, 67 ans, ancien cuisinier. Il était profondément déprimé à l'idée de devoir manger triste à cause de son diabète. Ensemble, nous avons revisité ses recettes préférées. Il a découvert qu'il pouvait encore se régaler en respectant des principes simples. Portions contrôlées, associations stratégiques, moments bien choisis. 3 mois plus tard, il avait non seulement stabilisé sa glycémie, mais il avait aussi retrouvé le plaisir de cuisiner pour ses proches. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Non pas une guerre contre la nourriture, mais une réconciliation avec elle, une compréhension plus fine, plus mature. Le diabète peut être vécu comme une alerte, une invitation à mieux connaître son corps, ses réactions, ses besoins réels. Et cela commence par ces petits gestes, choisir la bonne portion, manger son fruit au bon moment, l'entourer d'alliés nutritionnels. Cela ne demande pas de grands sacrifices, mais une présence, une attention nouvelle. Et cette attention, une fois développée, vous protège. Elle devient un réflexe. Elle vous permet de vivre pleinement, avec souplesse, sans peur, sans excès non plus. Je suis médecin depuis plus de 3 décennies, et même si j'ai quitté l'hôpital depuis quelques années, je n'ai jamais cessé de m'interroger sur ce que signifie vraiment prendre soin. Est-ce seulement prescrire des médicaments, suivre des résultats de laboratoire, ou bien est-ce aussi, et peut-être surtout, transmettre une manière de penser, une manière de voir la vie avec plus de conscience? Je crois profondément que l'éducation dans la maladie chronique est le plus tétécite et le plus grand des remèdes. Et aujourd'hui, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écoutez tout ce que j'ai partagé sur ces fruits parfois traîtres, sur les mécanismes de la glycémie, sur l'art de l'association et du dosage. Alors permettez-moi de vous livrer ce que j'estime être le cœur de tout cela. Reprendre le contrôle avec douceur et intelligence. Trop souvent, le diagnostic de diabète agit comme un couperet. Il s'abat sur une vie pleine d'habitudes, de plaisirs simples, de traditions familiales et les bouleverse. Certains se replient, se mettent à compter chaque bouchée comme une menace. D'autres, au contraire, préfèrent ne rien changer et nient le problème, jusqu'au jour où les complications apparaissent. Entre ces deux extrêmes, il existe une voie de lucidité, d'adaptation, de respect de soi. C'est celle que je m'efforce de transmettre. Et cela commence par un changement de regard. Non, vous n'êtes pas condamné à manger fade, triste ou monotone. Non. Vous n'avez pas à rayer définitivement les fruits de votre alimentation. Mais oui, vous devez devenir stratège, apprendre à écouter votre corps, à comprendre ses réponses, à anticiper les effets de vos choix. Manger devient alors un acte de soin et non de culpabilité. Ce que j'ai vu au fil des années, c'est que les patients qui reprennent ce pouvoir-là, le pouvoir de décider, en connaissance de cause, sont ceux qui réussissent le mieux à vivre avec le diabète. Ils ne sont pas parfaits, ils ne respectent pas toujours les règles à la lettre, mais ils comprennent, et cette compréhension transforme tout. Je me rappelle d'un homme, Thierry, ancien sportif devenu sédentaire après une blessure. Lorsqu'on lui a diagnostiqué un diabète de type 2, il a d'abord été envahi par la colère, puis par la peur, puis par une sorte de résignation silencieuse. Il répétait
je ne me reconnais plus, je ne sais plus ce que j'ai le droit de manger. Nous avons repris les bases, ensemble, pas à pas. Je lui ai appris que le mot-clé n'était pas interdit, mais équilibre, et qu'un fruit, même sucré, pouvait redevenir un allié, s'il était bien intégré. En 6 mois, il avait non seulement stabilisé sa glycémie, mais il avait retrouvé une fierté, une liberté intérieure. Il n'était plus esclave de ses peurs. Il avait compris que maîtriser sa santé, ce n'est pas s'enfermer, c'est s'ouvrir autrement à ce qu'on consomme. C'est pourquoi je veux vous laisser ici avec une invitation à reprendre les rênes de votre quotidien, à ne plus laisser les choix alimentaires être dictés par la peur ou par l'ignorance, mais par la conscience. Vous avez désormais des clés en main, vous savez quels fruits exigent plus de prudence, comment les consommer intelligemment, comment les associer pour minimiser leur impact. Vous avez découvert qu'un jus d'orange n'est pas la même chose qu'une orange entière, qu'une figue peut être une douceur ou un danger selon le contexte, qu'une simple poignée de raisin peut tout changer, en bien ou en mal, selon l'heure de la journée. Et maintenant, la suite vous appartient. C'est à vous de composer, d'expérimenter, d'adapter. Et si vous le souhaitez, je serai là, dans les prochaines vidéos, pour vous guider plus loin. Car ce que nous avons exploré ici n'est qu'une première étape. Il existe encore d'autres ennemis silencieux, d'autres aliments au visage trompeur, d'autres erreurs très répandues, notamment autour des glucides invisibles, présents dans les pains, les céréales, les produits soi-disant complets, mais chaque chose en son temps. Avant de vous quitter, j'aimerais vous proposer une dernière réflexion. Elle est simple mais fondamentale. Lequel de ces deux comportements vous semble le plus puissant pour préserver votre santé métabolique à long terme? A. Apprendre par cœur la liste des aliments interdits et les éviter strictement. B. Comprendre comment les aliments interagissent dans votre corps et ajuster vos habitudes avec souplesse et cohérence. Écrivez A ou B dans les commentaires. Je lirai vos réponses avec attention. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Des milliers des milliers de personnes comme vous cherchent à mieux vivre avec leur diabète, non pas en fuyant le plaisir, mais en retrouvant le pouvoir de choisir avec intelligence. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si ce contenu vous a été utile, si vous pensez qu'il peut éclairer un proche, un ami, un parent, n'hésitez pas à le partager. Vous pourriez, sans le savoir, changer une vie. À très bientôt. Au terme de ce long échange, il est temps pour moi, en tant que médecin à la retraite, de vous offrir un regard plus large, plus profond, sur ce que nous venons de traverser ensemble. Oui, nous avons parlé de fruits. Oui, nous avons évoqué la glycémie, les sucres cachés, les associations alimentaires. Mais au fond, ce que nous avons véritablement exploré, c'est notre rapport à la connaissance, au choix, à la responsabilité que nous avons face à notre propre corps. Pendant toutes ces années passées en blouse blanche, j'ai vu les conséquences du manque d'information. J'ai vu des gens bienveillants, sincères, disciplinés, se faire piéger par des habitudes culturelles, des croyances populaires, des automatismes transmis de génération en génération. J'ai vu la souffrance de ceux qui pensaient bien faire et qui, malgré tous leurs efforts, voyaient leur santé se détériorer. Et j'ai compris que le problème ne venait pas d'eux, mais de ce que personne ne leur avait jamais expliqué clairement. Ce que vous venez de lire ou d'écouter n'est donc pas un simple guide alimentaire. C'est un appel à reprendre votre place dans votre propre vie. Le diabète, comme beaucoup de maladies chroniques, peut devenir une opportunité de se réveiller, de remettre en question, de faire des choix plus conscients, de redevenir acteur plutôt que spectateur impuissant. Le véritable changement ne vient pas des règles rigides, mais de la compréhension intime du pourquoi. Une fois que vous savez pourquoi manger une orange entière est mieux qu'un jus pressé, pourquoi une figue combinée à du fromage ralentit l'absorption du sucre, pourquoi il vaut mieux manger un fruit dans un repas complet plutôt qu'à jeun, alors vous êtes libre de choisir, d'ajuster, de vivre sans peur ni frustration. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez cette force en vous, celle d'apprendre, de vous remettre en question, de vouloir faire mieux pour vous, et peut-être aussi pour vos proches. La grande leçon que je retire de toute ma carrière, c'est celle-ci. Ce n'est pas ce que nous mangeons occasionnellement qui nous définit, c'est ce que nous faisons chaque jour,
avec conscience, respect et cohérence. Appliquez cela à votre alimentation. Appliquez cela à vos relations, à vos décisions, à votre rythme de vie. Vous verrez que la santé n'est pas un état figé, mais une dynamique vivante à cultiver avec patience et bienveillance. Et maintenant, pour clôturer ensemble cette série de réflexions, j'aimerais vous poser une petite question, toute simple. Quel est le fruit que vous consommez le plus souvent chez vous? Et pensez-vous maintenant le consommer différemment après avoir écouté cette vidéo? Partagez votre réponse dans les commentaires, cela permettra à d'autres de s'inspirer de vos choix et d'ouvrir une discussion bienveillante entre nous tous. Enfin, si ce type de contenu vous a plu, si vous sentez qu'il vous a apporté quelque chose, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos que je prépare, malgré mon âge et mes limites. Car oui, je suis un vieux médecin. Mais je crois que tant que la parole peut éclairer, elle doit circuler. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aussi faire un don, même symbolique, pour soutenir ce travail. Ce n'est pas une obligation, bien sûr, mais c'est une façon concrète de dire « continuez, cela compte ». Parce que ces vidéos, ces recherches, ces récits, je les fais pour vous, pour transmettre ce que le temps m'a appris. Et chaque geste de soutien, chaque mot d'encouragement me donne envie de continuer encore un peu, pour le bien commun. Merci du fond du cœur. À très bientôt. Prenez soin de vous, vraiment.